Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour de l'Afrique, où on va passer en revue les dernières nouvelles de notre continent. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli les co-présidents des négociations intergouvernementales sur la réforme et l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de consultations visant à faire avancer le processus de réforme lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, le Caire a réaffirmé son soutien à la position africaine commune appelant à une représentation permanente et équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Égypte a également réitéré son attachement au consensus des Oulinis et à la déclaration de Sirte qui constitue le socle des revendications africaines en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. De leur côté, les co-présidents des négociations ont salué le rôle de l'Égypte dans ce processus, soulignant son engagement en faveur des intérêts africains et du renforcement de la représentation du continent au sein des Nations unies. L'Union des journalistes africains a tenu sa première réunion sous la présidence de Mohamed Faiz Farhat. À cette occasion, il a souligné l'importance du rôle de l'Union dans le renforcement de la coopération médiatique entre les pays africains et dans l'accompagnement des efforts de développement du continent. Les participants ont examiné les futurs programmes de l'Union, notamment dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités et de l'organisation d'événements destinés aux professionnels des médias africains. L'agence égyptienne de partenariat pour le développement a envoyé une cargaison d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo, comprenant des médicaments et des denrées alimentaires afin de soutenir les populations affectées par la dégradation de la situation dans l'est du pays. L'aide a été remise à Kinshasa par l'ambassadeur d'Égypte et s'inscrit dans le cadre des efforts égyptiens visant à renforcer la solidarité africaine et à répondre aux besoins humanitaires urgents. L'agence a réaffirmé son engagement à poursuivre sa coopération avec ses partenaires pour soutenir les actions humanitaires et de développement, soulignant que la solidarité et le partenariat constituent des piliers essentiels pour la stabilité et le développement durable en Afrique. Le Fonds monétaire international appelle les gouvernements à la prudence face à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, estimant que le recours massif aux subventions, au contrôle des prix ou aux allègements fiscaux peut s'avérer contre-productif. Selon le FMI, des mesures mal calibrées risquent d'alimenter l'inflation, de fragiliser les finances publiques et d'accentuer les déséquilibres sur les marchés mondiaux. Dans un rapport publié en mai et intitulé Répondre au choc des prix de l'énergie et des produits alimentaires, définir les modalités d'action appropriées, l'institution souligne que les autorités doivent trouver un équilibre entre la protection des ménages et des entreprises et la préservation de marges budgétaires déjà limitées. Le FMI décrit un dilemme majeur pour les décideurs, absorber le choc afin d'en limiter les conséquences sociales et politiques ou laisser les prix augmenter au risque de peser fortement sur le pouvoir d'achat. L'institution souligne qu'aucune réponse unique ne peut s'appliquer à tous les pays, les situations variant selon les dépendances énergétiques, les systèmes de protection sociale et les capacités budgétaires. Elle recommande néanmoins de laisser les prix intérieurs s'ajuster aux niveaux internationaux, de cibler l'aide sur les ménages les plus vulnérables et d'éviter les subventions généralisées, sauf circonstances exceptionnelles. Le FMI estime que les mesures budgétaires doivent rester temporaires et ciblées face à un choc d'offres marqué par la hausse des prix et le ralentissement de l'activité économique. L'institution avertit que la persistance de prix élevés de l'énergie peut réduire significativement le pouvoir d'achat, en particulier pour les ménages modestes, tout en fragilisant les entreprises et en accentuant les risques de pauvreté et de faillite. Pour le FMI, les pays importateurs d'énergie doivent accepter que les chocs internationaux se traduisent par une baisse de la consommation intérieure, avec un impact pouvant atteindre 2 à 3% du PIB sur une courte période.
Même en cas de choc exceptionnel, le fonds recommande de préserver les signaux de prix et d'éviter les interventions susceptibles de perturber les marchés. Enfin, le FMI préconise des transferts monétaires ciblés en faveur des ménages les plus vulnérables et, si nécessaire, un élargissement temporaire des dispositifs d'aide existants. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Raouf Gaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Déjà, pourquoi les économies africaines sont-elles exposées toujours au choc de prix de l'énergie et de l'alimentation? Le continent africain, c'est un pays pauvre. C'est un continent, je veux dire, pauvre. C'est-à-dire, nous sommes très riches en ressources, mais qui sont ou bien mal exploitées, ou bien pas exploitées du tout. Et nous sommes très fragiles parce que nous dépendons sur les autres pays pour pratiquement tout ce qu'il nous faut. Commençons par la nourriture et allons à tous les autres besoins. Et ça nous met dans une situation très, très délicate et très fragile. Et c'est pour ça que c'est toujours nos pays, les pays africains, qui souffrent le plus et qui sont plus vulnérables à ce genre de crise, plus que les autres. C'est-à-dire, tout le monde a été affecté, mais quand les pays ne sont pas si développés ou en voie de développement, et même pas développés, ils souffrent beaucoup plus, malheureusement. Bon, comment donc les pays africains peuvent-ils faire face à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires tout en préservant leurs équilibres budgétaires? Et c'est une équation très délicate, très difficile. Ils peuvent avoir recours peut-être à des dons, à des prêts d'institutions ou d'autres pays. Ils peuvent faire une sorte de régime, disons, changer un peu leur habitude. Mais la délicatesse vient de il faut conserver au moins le même niveau de vie des citoyens. Parce que sinon, les répercussions sont très dangereuses. C'est pour ça que comme on dit, c'est une équation très, très, très délicate et il faut vraiment être très, je veux dire, méticuleux en traitant avec ce problème. Je pense, à mon opinion, qu'il faut prendre des mesures internes pour peut-être rationaliser un peu l'utilisation de l'énergie d'une façon ou d'une autre, bien que les institutions internationales, ils sont complètement au contraire. Ils sont contre les subsides, ils sont contre l'intervention des gouvernements pour garder les prix bas, etc. Mais dans ces crises, pareil, il faut prendre des mesures assez, malheureusement, sévères, mais je pense que c'est le seul moyen. Je vous remercie beaucoup, M. Raouf Gaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Entre chocs mondiaux, endettement et ralentissement de la croissance, l'Afrique est appelée à repenser son modèle économique et à adopter une politique industrielle plus pragmatique. C'est la principale conclusion du rapport de la Banque mondiale intitulé « Faire aboutir les politiques industrielles en Afrique ». La reprise économique en Afrique subsaharienne reste freinée par les conséquences des conflits internationaux, le poids de la dette et plusieurs fragilités structurelles qui continuent de peser sur la croissance et l'emploi. Les prévisions de croissance pour 2026 ont ainsi été revues à la baisse par rapport aux estimations publiées en octobre 2025. Au-delà de ces difficultés, le rapport souligne que le principal défi reste structurel, faible niveau d'investissement, production limitée et création insuffisante d'emplois continuent de freiner le développement industriel du continent. Pour y remédier, le document préconise une politique industrielle pragmatique, adaptée aux capacités réelles des pays et axée sur le développement de secteurs prioritaires capables de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois.
Le rapport identifie trois principaux obstacles: des instruments souvent inadaptés aux réalités locales, un soutien insuffisant aux entreprises et un déficit d'infrastructures et de compétences limitant l'impact des investissements. Il recommande également de renforcer l'intégration économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, considérée comme un levier essentiel pour élargir les marchés et stimuler la productivité. Le document préconise par ailleurs le développement de projets industriels régionaux, à l'image du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Zambie dans la chaîne de valeur des batteries. Enfin, il estime que l'Afrique doit tirer pleinement parti de ses ressources en minéraux critiques et de son potentiel en énergie renouvelable afin de mieux se positionner dans les chaînes de valeur de la transition verte. Quelques jours après son investiture, le président béninois Romuald Ouadagni s'est rendu au Niger et au Burkina Faso pour relancer la coopération avec les deux pays. À Niamey, il s'est entretenu avec le général Abdourahmane Tiani sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les questions économiques et sécuritaires. À Ouagadougou, ses échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré ont porté sur les transports, l'investissement et la lutte contre le terrorisme. Ces visites s'inscrivent dans une volonté commune de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires et de développement en Afrique de l'Ouest. Face aux défis de l'accès à l'électricité, de la fiabilité des réseaux et du coût de l'énergie, le solaire de toiture apparaît comme une solution capable de répondre simultanément à plusieurs besoins en Afrique. L'Afrique subsaharienne dispose de l'un des plus importants potentiels solaires au monde. Pourtant, le solaire de toiture reste encore peu exploité malgré sa capacité à renforcer l'accès à l'électricité et à réduire la dépendance aux groupes électrogènes diesel. Dans de nombreux pays, les coupures d'électricité continuent de perturber les activités économiques et les services essentiels. En produisant l'électricité directement sur le lieu de consommation, le solaire de toiture réduit la pression sur le réseau et améliore la continuité de l'alimentation, notamment lorsqu'il est associé à des systèmes de stockage par batterie. Cette solution présente également un intérêt particulier pour les infrastructures critiques comme les hôpitaux et les établissements publics, souvent confrontés aux conséquences des coupures électriques. Son développement est favorisé par la baisse continue du coût des panneaux photovoltaïques et par l'émergence de nouveaux mécanismes de financement permettant de limiter l'investissement initial des utilisateurs. Face à la hausse des coûts du diesel et à la croissance rapide de la demande énergétique, le solaire de toiture apparaît comme un complément aux réseaux électriques nationaux plutôt qu'une alternative à ceux-ci. Pour accélérer son déploiement, plusieurs pistes sont mises en avant: équiper en priorité les bâtiments publics, faciliter l'accès au financement et mettre en place des cadres réglementaires favorables. Pour de nombreux observateurs, le principal défi n'est plus la faisabilité technique, mais la capacité à transformer le potentiel encore sous-exploité des toitures africaines en une véritable ressource énergétique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
La rivière verte est un immense parc linéaire qui